le padel, la structuration du padel et ce que fait la fédération sur le padel. À toi, Stéphane. Merci beaucoup, Sébastien. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, comme le disait Sébastien, le padel est à la fédération depuis quelques années déjà, en fait, depuis 2014 pour être exact. Donc, il y a eu différentes phases d'évolution, bien sûr, et vous n'êtes pas sans savoir que récemment a été mise en place, créée une direction padel sous l'égide de Stéphanie Cohen-Alero, donc qui est notre nouvelle directrice depuis le 1er décembre. Et donc, on se structure de plus en plus par rapport au développement et la croissance régulière, en tout cas, et forte que connaît le padel. Donc, si on passe un petit peu, on fait une petite présentation qu'on a l'habitude de proposer, en tout cas, dans nos diverses réunions. Alors, on ne va pas vous parler, je vais en tout cas peu vous parler du padel et vous faire l'article par rapport au padel, vous présenter ses bienfaits, le jeu, etc. Parce que c'est effectivement un sport moderne, des pratiquants mobiles, on le verra, ils jouent entre 1,5 à 2 clubs. On a des structures affiliabilité, ça, on va y revenir également. Une formation des jeunes, des compétitions officielles, une compétition qui croît beaucoup. Donc, on peut passer, s'il te plaît, Fabien. Voilà, le padel, on a essayé en quelques mots, en fait, de donner un peu une signification voilà, quelques items sur le padel, alors convivial, accessible, stratégique. C'est un sport qui, effectivement, est très tactique. Donc, avec le partage, la mixité, beaucoup qu'on a mis en place, vous savez, dans les compétitions. On a été presque, enfin non pas les premiers, mais maintenant ça se fait beaucoup au tennis également et au beach tennis. Et naturellement, ça en devient addictif. Alors, si on parle ensuite de la direction, voilà, non, non, pardon, d'abord du joueur type. Alors, enfin, tous ces chiffres-là sont issus d'une étude qui était en fait menée par l'Observatoire du Padel en fin d'année dernière, donc au mois de novembre et sur à peu près 10 000 personnes. Donc, c'était un panel quand même assez représentatif hein, pour un sondage, donc c'était quand même pas neutre. Et on estime aujourd'hui à 500 000 pratiquants en fait en France le nombre de joueurs de padel, donc qui pratiquent au moins une fois dans l'année. Alors, le profil type, voilà, c'est un homme à 80%, CSP+, entre 35 et 54 ans, 38% de nouveaux joueurs depuis un an. Enfin, voilà, vous voyez quelques chiffres. Ils prennent peu de cours parce qu'on a toujours le sentiment au padel que l'on peut progresser rapidement. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et après, naturellement, on atteint son plafond de verre et puis on se dirige vers des leçons. Et c'est pas effectivement, on a un souci au padel, c'est qu'on n'est pas un premier sport. On est souvent assimilé à un deuxième sport. Donc c'est un enjeu de notoriété majeur, voilà, un enjeu que l'on a. Alors, si on va plus spécifiquement sur le développement, en tout cas sur le panorama un peu de notre fédération aujourd'hui, là, les chiffres sont malheureusement pas à jour. On gagne entre 8 à 9 clubs par mois. Donc, en fait, les chiffres ont été faits en fin d'année, je pense, sportive dernière. De mémoire, on est aujourd'hui à 716 terrains. On a les derniers chiffres il y a 2 jours. 716 clubs, pardon, 716 clubs à la fédération et à peu près enfin, voilà, 1850 pistes. Effectivement, la plupart des pistes, en tout cas, les pistes couvertes sont dans les structures privées. Les pistes extérieures plus dans les clubs affiliés. Et on a sur ces 716 clubs à peu près un quart de clubs 100% padel, donc qui sont des clubs privés qui se développent, voilà, qui voient le jour en tout cas régulièrement. Et ces clubs privés, on en a également un quart qui a fait le choix de s'affilier à la fédération. Donc vous savez qu'il y a cette distinction d'affiliation et d'habilitation. Donc, en fait, l'affiliation sont des clubs en fait, avec une association sportive, nos clubs traditionnels, et l'habilitation, ce sont effectivement les clubs donc 100% padel privés qui ont fait le choix de s'habiliter, donc sans devoir monter une association loi 1901. Donc il y a quelques différences juridiques sur lesquelles on peut revenir si ça vous intéresse. En tout cas voilà, on a aujourd'hui un âge de développement qui est fort, une marge de manœuvre qui est très importante parce que en Espagne, on est à peu près à une piste pour 3000 habitants. Quand en France, on a une piste pour 50 000, 40, 50 000. La ligue la plus forte, c'est une piste pour 17 000 habitants. En Ile-de-France, on a une piste pour 70 000 habitants. Voilà, mais donc on a une marge de progression notable avec notamment la construction de pistes dans les zones carencées. Ensuite, sur la slide suivante, effectivement, bon voilà, se faire un focus rapide sur la compétition. Naturellement, dès qu'un club met 2 pistes de padel, tout de suite, il y a X tournois qui se créent, donc forcément, ça croît de manière exponentielle.
On en est à plus de 9000 homologations aujourd'hui. Et effectivement, donc, ça nécessite des ressources. On en avait parlé quand on était venu en Centre Val-de-Loire. Les ressources, tant en termes de développement qu'en termes administratifs, et puis en termes sportifs, mais ça, on va en parler par la suite, un peu plus tard. Alors, sur le niveau de la formation, donc, encore une fois, il y a maintenant Benjamin Tison qu'on a recruté. On verra dans la slide suivante la structuration de cette direction Padel. Donc, Benjamin Tison, pardon, qui est un ex-joueur, enfin, qui est toujours numéro 1 français au moment où on se parle, mais voilà, qui est en train de mettre en place une politique sportive. On a encore peu de licenciés, peu de licenciés jeunes, donc ça, c'est réellement un enjeu. Bon, les boursiers nationaux, alors il y a une politique nationale qui est mise en place avec des aides financières pour les meilleurs jeunes quand même. On a encore 4 top 100, c'est plus vrai, hein, il y en a un qui a quitté le top 100 hier, donc on n'en a plus que 3, notamment. Chez les messieurs, il y a 2 top 100 chez les dames. Et donc voilà, on a un réel enjeu aujourd'hui de construction en fait de grands centres de padel et surtout d'amener les clubs à développer les écoles de padel avec la formation des jeunes. Vous entendez un peu de bruit en fond ou pas? Pardon, parce que ça parle à côté de moi. Non? Ça va? Non, Ça c'est va à bon. peu près? C'est bon. Ça va parce que. Alors d'accord, c'est un peu bruyant, mais c'est chez moi, c'est pas grave. Donc du coup, je reprends. Voilà, et donc il y a une structuration au niveau des jeunes, juste voilà pour finir, mais ça on va parler après de la structuration, avec des rassemblements qui sont organisés par la Ligue et des rassemblements nationaux également sous l'égide de l'équipe en place au niveau du siège. Voilà. Donc, taux de notoriété, aujourd'hui, on a un taux de notoriété qui est encore largement améliorable. On est à 56% en fait, de taux de notoriété au padel. Donc, c'est déjà bien. Hein. On partait de très, très bas. Mais encore une fois, voilà, il y a quasiment une personne sur 2 en France qui ne connaît pas encore le padel. Donc c'est un réel enjeu. Vous savez que nos plus gros événements sont maintenant retransmis à la télévision et sur des chaînes, voilà, sur Canal+. Donc, en fait, sur des chaînes payantes et pas sur des chaînes publiques. Donc voilà, c'est quand même. Excusez-moi, j'essayais de. Pardon, voilà. Alors, sur l'ambition, donc c'est la direction Padel, je pense en slide suivante, Fabien. Je ne sais plus, j'ai plus le. Voilà. Alors, l'organisation de la direction, c'est juste pour vous faire une petite présentation. Donc, il y a 2 pôles. Donc, Stéphanie Conaloro, qui est notre nouvelle directrice. On a un pôle développement et compétition, dont j'ai la charge, avec Saoud Zaman, pour ceux qui le connaissent, qui maintenant va être en charge du développement. Et puis Romain Brunet, qui est plutôt en charge de la compétition, mais on est en train de recruter un responsable compétition. Donc réellement, on va avoir maintenant 2 personnes sur le développement, 2 personnes sur la compétition, plus un stagiaire actuel qui est Grégoire. Donc essayer de se staffer parce qu'on a moult sujets naturellement à traiter, et notamment le digital dont on parlera ultérieurement. Et puis sur le côté sportif au niveau, donc Benjamin avec son équipe, il y a Alain Solves qui est prestataire, qui l'aide grandement sur l'enseignement de la formation, Alexia Dechaume sur la formation des jeunes, et naturellement tous les capitaines des équipes de France, jeunes et adultes. Voilà, et donc on peut passer. Alors notre ambition, naturellement, le padel, comme je vous le disais, donc ça croît. Alors depuis le début, ça croît de manière régulière. Hein. Tout le monde dit que c'est une courbe exponentielle, c'est pas tout à fait vrai, c'est vraiment une courbe régulière de croissance. Mais chaque année, on a à peu près 100 clubs de plus par an. Voilà. Donc notre ambition, c'est évidemment de faire du padel un sport majeur en France. En créant des infrastructures avec les axes en bleu qui sont là dans le nombre important de pratiquants et licenciés, de bons résultats à haut niveau, et avoir du poids à l'international, ça on va en parler par la suite, et avec une forte notoriété. Ce sont vraiment les items qui sont importants pour qu'un sport soit reconnu de haut niveau. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du padel, notamment. Et donc, aujourd'hui, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'est un sport majeur, enfin voilà, qu'est-ce qu'un sport majeur en France, pardon, c'est le football. Ils citent spontanément tous le football, qui effectivement a un taux de notoriété très fort, le haut niveau, la formation, un nombre de licenciés important, un nombre de pratiquants important, etc. Nous n'y sommes pas encore. Voilà. Et ensuite, je ne sais plus ce qu'il y avait. Alors, nos objectifs. Donc là, après, on peut aller plus dans le détail par rapport effectivement aux objectifs de croissance. Donc, on a 1850, bientôt 1900 pistes. Là, encore une fois, si on parle de la DCP, mais Olivier en parlera mieux que moi, on a, vous savez, une aide fédérale, donc l'aide au développement des clubs et de la pratique, avec une enveloppe dédiée Padel d'1 700 000 euros sur les 9 800 000 euros que met à disposition la fédération auprès de ces territoires. Et donc l'objectif, c'est effectivement de construire le maximum de pistes dans cette enveloppe
sans compter les privés qui, eux, construisent naturellement leurs pistes sans nous, j'allais dire, puisque la DCP n'est dédiée qu'aux clubs affiliés, donc aux structures associatives. Donc là encore, quand cette enveloppe en fait est ensuite monitorée par ligue, en tenant compte de l'importance de la ligue en termes de licence et des zones carencées, on arrive à des enveloppes qui sont importantes, hein, mais on arrive à une moyenne d'aide de 5 à 6 000 euros par piste à peu près. Donc ce qui est déjà bien, ce qui pourrait être amélioré bien sûr, mais voilà, en tout cas on essaie d'abonder en ce sens et d'avoir des projets enfin, en tout cas un peu plus d'argent à distribuer, et notamment en projet, avoir un fonds de dotation, c'est en cours de discussion pour effectivement accélérer le mouvement. Voilà, sur les pratiquants et licenciés, la courbe de croissance. Donc, en fait, on fera comment dirais-je, une étude à peu près une fois par an, hein, avec l'Observatoire du Padel, donc, ou un autre institut de sondage, peu importe. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un chiffre à date parce que sur les pratiquants, on n'arrive pas réellement à le savoir, hein. Ce sont effectivement, alors quelques chiffres quand même, quelques chiffres par rapport à cette slide. On a 500 000 pratiquants, ça c'est un sondage. Ok, c'est un sondage, 500 000 pratiquants en France. Dans nos applications, on est, vous le savez sans doute, à 52 800, je crois, aujourd'hui, licences Padel. Licence Padel, vous savez qu'au sein de l'écosystème fédéral, il y a la licence multi-raquette qui, naturellement, avale la licence Padel, bien souvent. Et donc, on dénombre 155 000 personnes, enfin 160 000 pour être plus précis, quasiment 160 000, licenciés FFT jouant au Padel dans nos applications. C'est-à-dire que fin 2023, on a référencé 160 000 licenciés à la Fédération française de tennis pratiquant le Padel. Donc ça, ce sont les joueurs classés multi-raquettes, donc pas Padel, les joueurs licenciés Padel bien sûr, les joueurs licenciés multi-raquettes ayant fait une réservation dans TenUp, les joueurs licenciés multi-raquettes déclarant pratiquer le Padel dans TenUp. Et également, voilà, voilà, c'est à peu près cette agrégation effectivement de données qui nous donne 160 000 licenciés FFT, donc pratiquant le Padel, ce qui n'est quand même pas neutre. À cela, on peut ajouter 50 000 non licenciés ayant fait une réservation au moins d'un TenUp au cours de l'année sportive précédente. On arrive à 210 000 personnes. Donc 210 000 voilà, dans nos applications. Et les pratiquants, par contre, ce ne sont que des estimations. Effectivement, en Espagne, vous savez, souvent on entend dire qu'il y a entre 2, 3, 4 millions de pratiquants. En tout cas, 4 millions, c'est le chiffre qui est souvent énoncé. Mais enfin, en toute transparence, on n'en fiche rien. On ne sait pas si c'est 2,8 millions, 4 millions 2 ou 3,8 millions. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de monde. Pour faire un petit parallèle, effectivement, vous savez que la fédération en Espagne, en tout cas, il y a une fédération de tennis, une fédération de padel qui sont dissociées. Donc, il y a 90 000 licences à peu près au padel en Espagne contre 85 000 licences de tennis. Mais là encore, le modèle économique est très, très différent parce qu'ils ne prennent des licences que pour faire des compétitions par équipe ou des tournois. Donc, ils ne sont pas du tout dans la même optique que nous. Mais en tout cas, la fédération de tennis, aujourd'hui, compte moins de pratiquants que les padélistes et se mord les doigts de ne pas avoir pris le padel en son temps. Voilà. Alors, dans nos cibles et dans nos objectifs, on a naturellement communiquer bien sûr sur les valeurs du padel, etc. Donc faire des rencontres amicales, progresser vite. Donc ça, on va parler maintenant un peu de digital parce qu'on a un réel enjeu sur le digital. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes encore un petit peu en retard. On a une application pour alors il y a tout ce qu'on appelle le back-office, la gestion de la compétition, voilà, avec les juges arbitres, les tournois, les championnats par paire, les championnats par équipe, où là, on a de sacrés enjeux, en tout cas, et il faut accélérer la cadence, chose qu'on a commencé à faire. Et on a également un enjeu sur TenUp de notoriété avec l'animation de communauté et le développement d'outils pour améliorer notre outil TenUp et que les padélistes l'utilisent pour faire pour des matchs libres, des réservations notamment. Il y a déjà des fonctionnalités qui existent, mais les gens ne le savent pas vraiment. Et TenUp n'est pas utilisé à 100% en tout cas aujourd'hui. Donc, on travaille en tout cas avec l'informatique directement pour encore une fois accélérer. La prochaine brique qui devrait être mise en place, j'espère, à l'été, voire à la rentrée prochaine, l'année sportive, c'est en tout cas l'inscription en ligne, par exemple, pour les tournois par paire, donc l'inscription payante, et la gestion des listes, la publication des listes. C'est-à-dire qu'un juge arbitre puisse dire, ben voilà, il y a un tel qui s'inscrit avec des règles de gestion, vous savez, des P25 jusqu'au P2000, parfois au classement, parfois première arrivée, premier inscrit, etc., etc. Puis ensuite, on va travailler sur les matchs par équipe et sur l'animation de la communauté avec des niveaux. Enfin voilà, on a beaucoup de chantiers informatiques sur lesquels on s'attelle quasi quotidiennement. Et puis le point à l'international,
pour en venir à cette slide, c'est qu'effectivement, lors de la mandature précédente, on avait un élu qui était au bord de la FIP, et donc ça crée un poids, forcément, c'est très important pour nous. Donc on accompagne aux tournois internationaux au plus haut niveau. Donc on accompagne financièrement, mais aussi en termes d'organisation et par la gestion des officiels, tous les tournois internationaux, donc les tournois FIP. Vous savez qu'il y a différentes catégories de tournois avec les tournois FIP, puis après les tournois premier padel. Donc aujourd'hui, on a le Major qui se déroule fin septembre, début octobre, un des 4 grands chelems du padel. On aura un P2 à Bordeaux du 10 au 16 juin, et puis on a beaucoup de tournois FIP. L'objectif, c'est qu'effectivement, on en est de plus en plus. Alors, on les accompagne, hein. La fédération n'est pas organisatrice de ces tournois, mais effectivement, on les accompagne fortement en termes de conseils, financièrement, encore une fois, et sur la gestion sportive de ces événements, de manière à permettre à nos meilleurs jeunes, à l'instar du tennis, de ne pas devoir aller au bout du monde pour obtenir des points pour le classement international, entre autres. Voilà. Donc ça, c'est un réel enjeu aujourd'hui. La relation avec la fédération. Alors, et sur le haut niveau, alors Benjamin en parlerait mieux que moi, mais effectivement, bon, on en a des rassemblements aujourd'hui qui sont organisés. Donc, on a aussi des gens en presta hein, qui sont là pour accompagner les ligues, pour organiser des rassemblements, notamment chez les jeunes, parce que la population au début des padélistes, comme on en manque cruellement, on a par exemple parmi les classés, hein, sur les 60 000 classés, on a 1,3% de U14, par exemple, au classé padel. On voyait à peu près où on en est. On est à 5, on l'avait vu au tout début, je crois 5 et quelques pourcents, 5,65% de jeunes U18. Donc c'est excessivement, c'est trop faible en tout cas. Et donc il y a toute une politique sportive qui est en train d'être mise en place avec notamment des TNJ. Alors l'année prochaine, on aura des tournois nationaux jeunes U14 garçons, U16, U18 pour la 2e année consécutive. Donc là, donc la 3e année l'année prochaine, on les aura encore. L'objectif de former des entraîneurs naturellement en France. Bon voilà, je passe un peu le détail. On a, vous savez, la volonté, enfin c'est dans les tuyaux d'avoir un centre national d'entraînement à Vichy, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, ouverture prévue septembre 2025, avec donc un CREPS, avec un centre de la haute performance. Et donc voilà, on essaie de développer le padel sous tous ses angles. 19h25, donc je fais un petit peu vite. Et je passe les différents sujets également de l'inclusion, parce qu'on va également avoir, par exemple, nos premiers championnats de France padel fauteuil au mois de septembre. On travaille, il y a aussi tout un sujet sur le padel scolaire, padel universitaire, donc qu'on a essayé un peu de traiter, mais qu'on n'a pas, voilà, ça demande beaucoup de temps, en tout cas. Donc, là, donc juste avant, effectivement, Fabien, il y avait le plan, je crois, de Vichy, me semble-t-il, sur la slide précédente. Voilà, c'est un petit peu le nouveau CNE Padel qui ouvrira ses portes donc à l'été, on va dire, à la rentrée sportive 2026, hein, finalement, donc septembre 2025, où il y aura 12 pistes. Là, vous voyez en bleu foncé, ce seront les pistes couvertes, et en bleu clair sur le Sporting Vichy qui est en construction à l'heure actuelle, et 6 pistes extérieures. Donc l'objectif n'est pas forcément de faire des compétitions, mais en tout cas voilà, d'avoir un vrai CNE Padel, et puis qui sera aussi l'occasion d'organiser quelques événements, bien sûr. Et puis pour finir, voilà, sur la stratégie de communication, on est en train avec l'arrivée de Stéphanie, on a en fait challengé un petit peu et trouvé une agence de communication pour avoir réellement une stratégie de communication, parce que là aussi, au niveau fédéral, c'est un réel enjeu. On a le site FFT, on a quelques posts sur les réseaux, mais c'est parfois un peu trop peu, enfin en tout cas, me semble-t-il. Donc voilà, il y a une réelle accélération qui est mise en place aujourd'hui. L'objectif étant d'arriver naturellement à un taux de notoriété bien plus important que les 56% actuels. Voilà, j'ai fait vite. Voilà, je suis à votre disposition après pour toute question. Je ne sais pas, Sébastien, si ça convient. En tout cas, il y a quelques données. Je passe la parole à Olivier et vous me direz, je reste à votre disposition pour les questions ultérieurement, sur n'importe quel sujet, bien sûr. Voilà. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'éléments sur la partie équipement du padel. On sait aujourd'hui que la construction d'équipements padel est un vrai enjeu. Stéphane en a parlé forcément sur le développement de l'activité, mais forcément pour qu'il y ait un développement de l'activité, il faut des équipements de qualité. Et cet enjeu de qualité de l'équipement de padel, il n'est pas négligeable, tout simplement parce que le padel,
entre dans une technicité qui est vraiment particulière et qui va encore plus loin que ce qu'on peut connaître actuellement sur le tennis, notamment lié avec cette structure métallique, les parois vitrées que je vais vous aborder juste après. Petit point juste en introduction, présentation du service équipement. Je ne sais pas si tout le monde connaît le service équipement à la fédération. Fabien, tu peux avancer. Et nos missions au service équipement. Donc voilà, on est un service gratuit à la fédération qui a pour objectif d'accompagner les clubs et les collectivités qui ont des clubs affiliés dans leur commune pour tous les sujets équipement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des clubs peuvent nous solliciter via leur ligue pour des interventions de diagnostic, d'audit, de conseils, d'accompagnement sur des projets structurants, sur des études techniques diverses et variées. Vous avez un projet de construction de piste de padel, vous voulez des relectures de devis, c'est des choses qu'on peut faire. Donc voilà, ça c'est un des gros axes très importants du service équipement. On a des labels référencement PQT, PQP que je vais vous présenter un petit peu plus tard. L'aide au développement des clubs et de la pratique qu'on va vous présenter aussi un petit peu plus tard. Des formations, alors qui touchent moins le padel, mais plus la partie tennis et notamment la partie terre battue traditionnelle pour les clubs qui ont des terres battues. Et de la communication, notamment via le site internet. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la fédération où vous avez tout un onglet sur la partie équipement où vous trouverez toutes les informations sur la construction de tennis, padel, beach tennis. Et aussi, n'hésitez pas à consulter. On l'a arrêté pendant une petite année parce qu'on était malheureusement sous-effectif au service équipement. Mais les articles Tennis Info sur vos Tennis Info que vous recevez dans les clubs, habituellement, tous les mois, vous avez un article sur un aspect de l'équipement. Voilà. On va aller un petit peu plus en détail. Alors, je vais passer assez vite parce que, bien évidemment, la construction d'une piste de padel, la présentation, on va dire, est exhaustive. Je vous ai juste mis les points essentiels, bien évidemment. Et comme vous l'avez là, le document, vraiment, la Bible aujourd'hui pour la construction d'une piste de padel, c'est le document que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la fédération, le cahier des charges fédéral qui date de novembre 2022. Et dedans, vous avez toutes les caractéristiques, les détails, les recommandations fédérales pour la construction d'une piste. Je vais les étayer là juste après, mais bien évidemment, vous avez vraiment beaucoup plus de détails sur ce document téléchargeable sur le site de la fédération et la Ligue pourra vous transmettre le lien à la suite de cette visio. Donc, petit point sur la zone de jeu, on est sur une piste de padel fait 10 mètres par 20 mètres. Alors, 10 mètres par 20 mètres, c'est la zone de jeu, pas l'emprise du padel. Donc, on est vraiment sur une zone de jeu de 10 mètres par 20 mètres. Et après, dans l'emprise, forcément, vous avez aussi une structure de padel qui se fixe autour de ces 200 mètres carrés. On a un tracé de ligne de jeu qui est à 6,95 m. Alors, 6,95 m, attention, c'est une petite particularité, contrairement à ce qu'on peut connaître pour le tennis. 6,95 m, c'est intérieur ligne. Ce n'est pas extérieur ligne. Donc, à l'extérieur de la ligne de double, on est à 7 mètres. On a au centre une médiane qui coupe pour les deux rectangles de service et les 20 cm qui dépassent. Petit point de vigilance sur les 20 cm. On le voit malheureusement pas tout le temps. Encore des constructeurs qui le font ou qui font des pistes de padel oublient ces 20 cm qui dépassent. Donc ça, c'est un petit point de vigilance lorsque vous avez des projets padel. Quelques autres petits points, le filet, alors voilà, 88 cm de hauteur, 92 sur les côtés, avec des poteaux qui sont souvent fixés au niveau des ouvertures et qui font 1,05 m de hauteur maximum. Élément important, et ça c'est un sujet qui est souvent abordé dans des projets padel, c'est les zones de dégagement. Alors on a deux solutions possibles lorsqu'on construit une piste de padel. On a les pistes sans sortie, c'est-à-dire des pistes qui ne permettent pas de jouer en dehors de la piste et de récupérer des balles qui sortent de la piste. Et dans ces configurations-là, on doit proposer une zone de dégagement de 1,40 m de largeur sur 8 mètres de longueur sur un des deux côtés de la piste. Voilà, c'est une zone de sécurité, une zone de passage, c'est une zone d'accessibilité PMR. Voilà, mais elle n'est obligatoire que sur un côté. Donc la deuxième partie, vous n'avez pas cette exigence de 1,40 m. Deuxième configuration, vous voulez construire une piste avec sortie, donc qui permet la sortie de piste. Et dans ce cas-là, on proposera un dégagement de 3 mètres de largeur sur 8 mètres de longueur.
Stéphane, lève la main parce que je sais qu'il va aborder le sujet. Vas-y, je te laisse aborder le sujet, mais bien évidemment, j'allais l'aborder sur les évolutions qu'on va avoir prochainement sur le cahier des charges. Mais vas-y, Stéphane, tu peux l'aborder, c'est intéressant. Oui, non, merci Olivier. Non, parce qu'effectivement, oui, les 3 mètres, c'était un peu, on avait mis ça volontairement parce que qui peut le plus peut le moins, sachant que le cahier des charges de la FIP, c'est 2 mètres par 8 mètres. Donc, en fait, ça crée de la confusion. C'est 3 mètres ou c'est 2 mètres? On ne savait plus trop, en fait. À 2 mètres, on peut sortir. Alors, pour ceux qui jouent un peu au paddle et qui ont la chance de pouvoir sortir et d'être un peu rapide, mais il faut même 4 mètres. Hein. Enfin, on soit bien d'accord, il faut de la place pour sortir. Ça, c'est évident. Maintenant, le cahier des charges officiel, c'est 2 mètres. On avait mis 3 mètres. Pourquoi aussi? Alors déjà, pour inciter les constructeurs à aller vers plus d'espace, bon voilà, les clubs, mais aussi pour pouvoir y installer éventuellement une chaise d'arbitre avec un empattement à peu près de 0,90 ou d'1 mètre. Et donc, on gardait ces 2 mètres, on pouvait quand même faire une partie avec sortie. Donc, avec cette confusion, et j'en étais un peu, pas fautif à 100%, mais un peu quand même. Donc, on va revenir effectivement, comme le précise Olivier, à une écriture de 2 mètres par 8. Et puis, dans notre guide de la compétition en parallèle qui est sur le site de la fédération, on dira, ben voilà, prévoyez une piste avec, avec une partie arbitrée. Et donc, forcément, ce sera inévitablement plus de 2 mètres. Voilà. Donc, on va revenir sur la communication à 2 par 8. Même si, pour le paddle, c'est mieux 4 mètres, c'est mieux 5 mètres, et c'est mieux 3 mètres que 2 mètres. Voilà. On est d'accord. Voilà, c'est tout. C'était la Ouais. parenthèse que je voulais. Merci. Merci Stéphane. Alors, c'est vrai. Alors, juste, on va revenir encore à la slide d'avant, s'il te plaît, Fabien. Juste pour rappeler ouais, celle-là, très bien. Juste pour rappeler que ce que je présente aujourd'hui, c'est bien évidemment les configurations du cahier des charges de 2022. En effet, cette année, on va avoir des modifications du cahier des charges qui devraient sortir avant l'été. On est en train d'y travailler, notamment on y travaille avec l'équipe de Stéphane, parce qu'on a un certain nombre de points à changer et c'est un des points qui sera modifié. Alors, ça ne change pas radicalement les choses, hein, parce que forcément, quand vous avez un dégagement de 3 mètres, le 2 mètres, vous serez bon. Point quand même qui est important sur le dégagement, notamment quand vous avez des projets de bâtiments, de construction de bâtiments. Ne prévoyez pas le minimum partout. On a des besoins de circulation, on est quand même sur des pistes contrairement à des terrains de tennis où, quand on construit 650 mètres carrés de terrain, et 150 mètres carrés, on a des zones de dégagement où, en effet, on peut mettre des bancs, des joueurs, on peut mettre les chaises d'arbitre. Stéphane l'a abordé. Au paddle, on ne peut pas. Les 200 mètres carrés sont vraiment dédiés au jeu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour, la circulation, le public, les spectateurs, il se passe sur ces zones annexes autour. Et on voit malheureusement trop souvent des projets où on minimise l'espace et que malheureusement, on se retrouve avec des circulations qui ne sont pas simples parce qu'on a trop optimisé l'espace. Donc la zone de dégagement voilà, de 1,40 et de 3 mètres ou de 2 mètres, voilà, c'est des minimums, mais bien évidemment, il ne faut pas hésiter à avoir des zones de circulation confortables. Je parle surtout sur les bâtiments et les couvertures parce que c'est là où on constate souvent les problématiques de zones de circulation. Voilà, sur les dégagements. Petite présentation sur les pistes de paddle, mais vous devez certainement connaître, voilà, sur les fonds de cours. Donc, on a ces parois vitrées de 3 mètres de haut sur 10 mètres de large. Donc, souvent, c'est des parois de 2 mètres sur 3 qui sont alignées sur 10 mètres de long et une paroi grillagée en partie haute. Donc, ça, c'est pour la partie du fond de la piste. Et sur les parties latérales, donc, on a une alternance en fond de piste de parois vitrées sur les parties basses et de parois grillagées en partie centrale. Vous voyez, je vous ai mis sur la droite les deux configurations qu'on voit aujourd'hui. La première configuration, on a une paroi vitrée la plus rapprochée du centre qui fait que 2 mètres de haut et celle du bas où elle fait 3 mètres de haut. Aujourd'hui, on n'est plus sur la deuxième configuration, hein. Principalement, toutes les pistes sortent aujourd'hui sur la deuxième configuration, même si la première configuration est aussi autorisée dans notre cahier des charges. Sur les ouvertures, juste rapidement, on va revenir juste en arrière 30 secondes, très rapidement. Donc, vérification, surtout, assurez-vous d'avoir bien 0,83 d'ouverture entre le poteau de filet et l'ouverture de la paroi grillagée, notamment pour l'accessibilité PMR, parce que quand vous avez des espaces trop restreints, des fauteuils ne peuvent pas passer. Donc ça, c'est un point important. On peut avancer. Merci Fabien. Quelques points de vigilance, notamment sur la structure porteuse et les fixations. Donc, structure porteuse, c'est la structure métallique habituellement. Alors, on n'a pas que des structures métalliques. Il faut savoir que
Il y a plusieurs produits. On a des produits en acier, en aluminium. Il y a des constructeurs aujourd'hui, même s'ils sont en minorité, mais qui essayent de proposer des nouveaux produits avec des nouveaux matériaux. Ce qui est sûr, c'est que quand vous construisez un padel, et je pense surtout sur la partie extérieure, il faut vous assurer de respecter certaines exigences, certains aspects normatifs de construction, notamment sur les Eurocodes. Il faut savoir que quand vous construisez un padel, vous avez une grande paroi vitrée qui a une prise au vent qui est très importante. Et donc, vous avez forcément un risque de chute si jamais la structure n'est pas conçue par rapport à votre zone d'implantation. Alors, c'est un peu technique. En gros, il faut vous assurer que quand vous faites un paddle, votre paddle est conforme à votre zone d'implantation. Voilà. Et ça, normalement, le constructeur doit être en capacité de vous fournir une note de calcul qui valide cette conformité par rapport à votre zone d'implantation. Sur les parois vitrées, on a deux solutions techniques. La plus courante, c'est le verre trempé. C'est ce qu'on voit dans 99% des cas aujourd'hui, soit en 10 mm pour des pistes de padel classiques, soit 12 mm pour des pistes de padel panoramiques. Panoramique, je ne vous ai pas présenté, mais en gros, les panoramiques, c'est des pistes où on n'a pas de menton en fond de piste, c'est-à-dire qu'il n'y a que les parois vitrées qui sont visibles sur la partie fond de piste. C'est pour ça qu'on met des parois vitrées un petit peu plus épaisses. Et la deuxième solution, c'est le verre feuilleté, qui est proposé notamment par les padels qui viennent d'Italie, parce que c'est une configuration qui est maintenant obligée par la fédération italienne de padel sur le verre feuilleté. Alors, qui a son intérêt, c'est que forcément, le verre feuilleté, il est un peu comme votre pare-brise en voiture. S'il se brise, bah, il ne se casse pas en 1000 morceaux, contrairement au verre trempé, donc il est moins dangereux. Par contre, il est beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, on le retrouve pas on le retrouve sur très peu de pistes de padel parce qu'il est très cher. Petit point sur les panneaux grillagés, notamment en lien avec la structure porteuse et ce que je vous abordais sur les matériaux. On a vu parfois que des matériaux n'étaient pas forcément adaptés à ces panneaux grillagés. Donc, vigilance à avoir bien des panneaux grillagés carrés ou rhomboïdales et surtout cohérents par rapport au rebond de la balle sur le panneau, sur les panneaux grillagés. Voilà, on peut avancer. Point très important sur la partie sol sportif. Aujourd'hui, pour voir énormément de padels, le problème numéro 1 des padels en France aujourd'hui, il est lié soit à une problématique de sol, une mauvaise construction de l'infrastructure, soit une problématique du gazon synthétique, mauvaise qualité du gazon synthétique ou défaut d'entretien. Donc, juste premier point, vos padels sur le sujet des long greens. Alors, les long greens, à quoi elles servent? Les long greens, elles vont entourer vos 200 mètres carrés pour fixer votre padel. Et donc, cette long green, elle va être constituée selon les exigences Eurocode qui seront fournies par le fabricant de padel. Donc, ça, c'est un élément essentiel, notamment sur les pistes extérieures. En couvert, on peut avoir d'autres configurations. Sur des pistes extérieures, vous devez obligatoirement avoir des long greens sur vos padels. Sur le support de jeu, donc le support de jeu, avant de poser le gazon synthétique, assurez-vous bien de la conformité de l'infrastructure qui va être construite, notamment sur les exigences de planéité. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises locales qui viennent faire des dalles pour du padel, qui n'ont pas l'expertise pour faire des sols sportifs. Et pour autant, c'est une vraie expertise de faire des sols sportifs. On ne fait pas des sols sportifs n'importe comment. Et je vous ai rappelé notamment l'exigence principale quand on construit un sol sportif, notamment associée à la norme P90-110 du tennis, c'est les exigences de planéité. Et donc voilà, on doit avoir des exigences de 2 mm sous la règle de 30 cm, 6 mm sous la règle de 3 mètres. Donc c'est des exigences très fines et qui nécessitent forcément une expertise pour respecter ces exigences-là. Point sur le gazon synthétique, en tout cas le revêtement synthétique qui est posé au niveau du padel. On est aujourd'hui à 98% sur des gazons synthétiques. On a quelques cas de textiles aiguilletés sablés qui peuvent être proposés par certains constructeurs. Dans tous les cas, assurez-vous bien que les constructeurs proposent des produits conformes aux normes qui sont indiquées sur la slide. La 15330-1 pour le gazon synthétique, la 15330-2 pour les textiles aiguilletés. Ça, c'est des points très importants pour vous assurer de la conformité du produit. Peu importe le produit qu'on vous propose, on doit avoir des PV de conformité.
Au niveau de l'éclairage, il faut savoir que l'éclairage sur une piste de padel, c'est assez complexe. C'est pas comme un tennis. Un tennis, c'est assez simple parce on n'a pas d'élément qui va masquer l'éclairement du terrain. Là, on a vraiment une structure métallique qui peut créer des zones d'ombre. Donc, c'est assez complexe. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu plus souple sur le coefficient d'uniformité par rapport au tennis, pour ceux qui connaissent les exigences pour le tennis. Donc, on a un 300 lux minimum à maintenir en termes d'éclairage et un coefficient d'uniformité minimal à 0,5 et recommandé à 0,7. Donc voilà, sur les 13 points de mesure qui sont indiqués sur la slide, juste là. Petite vidéo, on va voir si ça va marcher, qui vous montre les étapes de construction d'une piste de padel. Alors, je ne sais pas si on va voir le son, sinon c'est pas très grave, c'est que de la musique. Donc ça, c'est une vidéo qui a dû être faite en 2017 ou 2018, Stéphane. Je ne sais pas si tu te souviens de la date, mais... Oui, dans ces eaux-là, c'est au TCS, non? C'est pas ça? C'est pas celle-ci? Ouais, exactement, en PACA. Donc voilà, donc ça, c'est les différentes étapes de construction et de montage d'une piste de padel, et notamment de fixation d'une piste de padel. Et on voit les long greens, la structure padel qui est fixée sur les long greens, la pose des parois vitrées. Alors, c'est assez complexe de poser des parois vitrées. Elles sont très lourdes, elles sont très fragiles. Donc, ça demande vraiment une expertise de la part des entreprises pour poser ces structures-là et ces parois vitrées. Le gazon synthétique, la pose du filet. Et voilà, des belles pistes pour jouer au padel. Quelques recommandations très rapidement pour la construction d'une piste de padel. Bien évidemment, quand vous construisez une piste en extérieur, l'orientation, comme pour le tennis, on essaye de privilégier le nord-sud et éviter l'est-ouest, notamment pour le soleil levant et couchant. Deuxième recommandation, et qui n'est pas négligeable, et que tout le monde commence à entendre parler. On va... Sous la chaise. Fabien, on peut avancer. Yes, merci. Deuxième point que tout le monde a certainement entendu aujourd'hui, c'est la problématique des nuisances sonores, qui est un vaste sujet. Je vous ai synthétisé quelques éléments là dans cette slide. C'est très complexe. Ces sujets-là ne doivent pas être négligés. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets où il y a des soucis, où il y a des vrais conflits avec des riverains ou dans les montages de dossiers. Juste pour vous rappeler que le texte réglementaire sur les nuisances sonores vient du Code de la santé publique. Les exigences qui sont indiquées là sur les exigences de décibels par rapport entre le bruit ambiant et le bruit résiduel est réglementé dans le Code de la santé publique et lié à toute activité. Ce n'est pas lié qu'au padel, ça marche pour toute activité. Donc soyez très vigilants dans vos projets de padel. Si jamais vous avez des riverains qui sont à proximité. On a lancé une étude cette année avec des acousticiens pour travailler un petit peu. Et je vous ai donné quelques éléments juste en dessous qui sont bien évidemment modérés parce que ces chiffres-là et ces distances-là ne sont que des solutions théoriques et pas pratiques. C'est-à-dire que chaque cas peut être différent. Il faut savoir que le son, il peut, en fonction des configurations du site, se comporter différemment, notamment quand on a du dénivelé, le soleil montant, le bruit allant plutôt vers la hauteur, on peut avoir des problématiques sur ces sujets-là. Donc voilà, il faut savoir en tout cas qu'en fonction de votre zone, votre bruit résiduel, bruit ambiant sur votre site, vous allez pouvoir avoir des pistes de padel plus ou moins à proximité des riverains. Si vous avez plus de bruit, si vous êtes à proximité d'une autoroute et que forcément le bruit résiduel est assez élevé, forcément vous aurez possibilité de vous rapprocher plus facilement des riverains que si vous êtes en campagne, que vous avez des zones très calmes et que forcément vous avez très peu de bruit et que le padel peut amener des nuisances sonores plus rapidement. Donc voilà, donc soyez très vigilants.
en conclusion sur ce point-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'acousticiens qui pourront définir votre bruit résiduel sur le site et qui pourront définir aussi la distance recommandée pour l'implantation de la piste par rapport aux riverains les plus proches. Sachez qu'en tout cas, sur ce point-là, on a déjà eu des pistes de padel qui ont dû être démontées sur ce sujet. Donc, vraiment, il ne faut pas le négliger. Quelques points de vigilance très rapidement sur la construction d'une piste de padel. Pensez bien aux études de sol, aux études d'implantation, notamment l'intervention d'un acousticien, la définition de la note de calcul et surtout de la zone d'implantation par rapport à votre zone d'implantation et du produit, l'étude d'éclairement par rapport à l'éclairement des pistes de padel, l'attestation des respects des normes en vigueur par rapport de la part du constructeur, vérifier les garanties du constructeur lorsque vous avez le devis. Normalement, il doit indiquer toutes les garanties sur le produit, sur le devis, les garanties décennales pour l'infrastructure, les garanties contractuelles sur l'ensemble de la structure, que ce soit structure métallique, parois vitrées et gazon synthétique, et sur les qualifications ou référencement des entreprises qui vous ont fait les devis. Quelques points rapides aussi sur la couverture d'une piste. Ça, pareil, c'est un élément qui va être prochainement évolué, mais aujourd'hui, on est bien à un gabarit à 7 mètres au-dessus de l'ensemble de la structure de la piste de padel, donc de 200 mètres carrés, avec un conseiller en recommandation à 9 mètres, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le padel se joue beaucoup en hauteur, donc n'hésitez pas à avoir de la hauteur de façon plus importante possible. Voilà. Sur la construction de pistes couvertes, sachez qu'il existe un guide court couvert qui vous donne toutes les recommandations pour construire un équipement couvert tennis, paddle ou beach. Donc, si jamais vous avez un projet et que vous voulez avoir toutes ces recommandations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ligue. Petit rappel de l'entretien d'une piste de padel, bien évidemment. Quand vous construisez une piste de padel, vous avez un certain nombre d'exigences d'entretien qu'il faut bien suivre. Alors, vous avez bien évidemment les préconisations du constructeur, mais aussi un certain nombre de vigilances sur l'entretien. Et je pense notamment à ce que j'abordais tout à l'heure sur les gazons synthétiques, parce qu'on a des vraies problématiques sur les gazons synthétiques, souvent liées par des absences d'entretien des gazons synthétiques. Donc, soyez bien vigilants. N'hésitez pas. Ça, c'est une capture écran du guide du cahier des charges fédéral. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Autre point aussi sur ProShop FFT, si vous avez besoin de matériel, d'équipement, de matériel d'entretien, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site ProShop FFT. Vous avez le lien sur la slide. Voilà. Et j'ai quasiment terminé. Un petit point sur le référencement PQP et la qualification Qualisport. Vous devez certainement connaître ces termes. Voilà, vous savez que depuis quelques années, la fédération met en place un référencement qui s'appelle le plan qualité tennis pour la construction d'équipements tennis et le plan qualité padel pour la construction d'équipements padel. L'idée, c'est aujourd'hui de référencer des entreprises spécialisées qui sont sachantes dans la construction d'équipements de padel. Il faut savoir que le padel, aujourd'hui, on a une activité très dynamique dans la construction d'équipements. Pour vous donner un exemple à peu près, on est à une vingtaine, 25 entreprises l'année dernière qui nous ont sollicité pour avoir le référencement plan qualité padel. Donc aujourd'hui, on a pour aujourd'hui seulement 9 entreprises référencées. On a un marché qui est très dynamique, donc prenez bien le temps de comparer les offres, détailler les offres et détailler les produits qui vous sont proposés par les différentes entreprises. Et vous avez aussi chez Qualisport donc la qualification 131 avec un certain nombre d'entreprises qui sont qualifiées. Et dernier point, sur ADCP, Stéphane en a parlé rapidement, juste un petit bilan de l'ADCP 2023 sur le padel. Donc, la fédération a accompagné 96 pistes de padel extérieures et 25 pistes de padel couvertes pour l'année 2023. Et pour 2024, comme l'a expliqué Stéphane, on a une enveloppe qui est vraiment dédiée au padel, qui représente 1,7 million d'euros et qui est également répartie en fonction des territoires. Et je vais laisser la Ligue peut-être détailler ce petit sujet ADCP. Merci Olivier. Donc je reprends la main. Donc effectivement, un point très rapide sur, mais très important quand même sur les différenciements
différents financements possibles sur les pistes de padel. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, au niveau fédéral, comme le vient d'évoquer Olivier, la possibilité d'avoir une aide ADCP. Donc là, on est vraiment très transparent avec vous parce que nous avons une enveloppe au niveau de la Ligue Centre-Val de Loire pour la saison 2024 de 66 326 €, donc uniquement fléché sur le padel. Il y a effectivement pour que ce soit éligible au niveau de la DCP, donc dans le projet, il faut que ce soit une création de 2 pistes minimum. Alors, le padel, c'est égal convivialité. On part du principe que convivialité égale clubhouse, donc il est important d'avoir dans le projet un clubhouse qui existe ou existant ou qui va exister. Et puis bien sûr, ça va aussi également avec sur l'enseignement. Dans le projet, il faudrait avoir un enseignant qui est déjà formé ou en tout cas en cours de formation. Alors, il n'y a effectivement pas que la fédération, il y a tout ce que vous connaissez sur les communes, qui généralement sont les principaux porteurs de projets. Vous avez, je pense, entendu parler de la possibilité d'avoir une aide au niveau de l'État, au niveau de la Drages, qui est le plan 5000 équipements. Voilà, il y a une enveloppe mobilisable, il y a des référents Drages, que bien sûr, on a les contacts qu'on dit nous, c'est les conseillers en développement de votre territoire. Donc, si toutefois vous avez des mairies, des collectivités qui vraiment veulent s'engager vers ce dispositif, il y a des aides possibles, il y a des référents à contacter, on a des listes à vous procurer, et puis donc bien sûr les conseillers en développement, on est là pour vous aider à monter le dossier, et puis même avec vos collectivités à tout simplement échanger avec eux, ne serait-ce que sur les différents financements possibles. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, on est à votre entière disposition pour échanger avec vos collectivités là-dessus. Quelques mots pour compléter, Fabien, tes Oui. propos. Alors déjà, c'est vrai, ce qui serait intéressant, c'est d'évoquer ensemble le coût d'investissement d'une piste de padel. Donc, Olivier, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais aujourd'hui, on est à peu près sur des coûts équivalents aux alentours des 70 000 € Alors, pour très la bonne création d'une piste question. de padel. Je peux t'en parler direct parce que justement, on vient tout juste de solliciter les entreprises là, pour remettre à jour nos chiffrages. Nos chiffrages, alors je peux les donner là en direct live par rapport à nos premiers chiffrages. On serait sur des prix 2024 pour la construction d'une piste de padel extérieure, tout compris, c'est-à-dire sur terrain nu, à 86 500 € TTC. Voilà, ça, c'est les chiffrages moyens constatés, qui sont assez élevés, tout à fait. On a eu une belle augmentation ces derniers temps, mais alors on a des prix qui varient beaucoup en fonction des projets, mais on constate aujourd'hui pas mal de projets avec des pistes de padel sur terrain nu qui dépassent 100 000 € la piste. Malheureusement, on est sur des montants élevés. On a essayé de travailler pour comprendre un peu les raisons de ces augmentations. Elles sont diverses. Forcément, la conjoncture est pas forcément favorable à ces augmentations. Mais ce qu'il faut savoir, et on a abordé le sujet avec différents acteurs, c'est que c'est pas que la construction d'équipements tennis ou paddle, parce que déjà le tennis, on retrouve à peu près les mêmes augmentations, hein, on est quasiment à peu près à la même chose. Et encore pire sur des activités dans le BTP où on se retrouve parfois avec des augmentations qui sont encore plus importantes. Voilà. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, un investissement d'une piste de padel, c'est très important. D'où l'importance de bien comparer les offres, de bien détailler les offres et de bien respecter l'ensemble des exigences pour vous assurer d'avoir un équipement qui est pérenne au vu de l'investissement qui est présenté. Deuxième question, là, tu viens de parler de la construction d'une piste de paddle donc extérieure à partir d'un terrain nu. On a beaucoup de clubs de tennis qui s'interrogent sur la réhabilitation d'un terrain en mauvais état qui n'est plus utilisé en piste de paddle à partir d'une structure qui est relativement en bon état. On partirait sur des coûts financiers à peu près de quel ordre? Alors c'est compliqué aujourd'hui, on n'a pas de chiffrage précis là-dessus, tout simplement parce que les travaux préparatoires ils varient énormément. C'est-à-dire qu'entre en effet un béton poreux qui est pas trop mal, qu'il faut découper, faire une longue green pour poser un padel, faire les travaux de support
et construire, poser le padel et le gazon synthétique, on peut avoir des variations qui sont vraiment trop importantes pour qu'on ait un chiffrage précis. Et bien évidemment que on est dans ces configurations-là, on économise toute la partie infrastructure qui est quand même facile, un tiers du prix d'investissement d'un padel. Donc ça veut dire que quand vous faites ces opérations-là, on économise de façon substantielle l'investissement de construction de la piste de padel, à condition que votre support soit de bonne qualité et encore euh, en capacité d'accueillir un padel. Alors pour comment dire, aller complètement dans le sens de tes propos, retour d'expérience d'un projet qui a été fait en Ligue du Centre-Val de Loire à l'ATG Tours, où il y a eu 3 pistes de padel extérieur qui ont été construites sur un terrain de tennis existant, et le projet a permis à peu près un coût de revient de chacune des pistes aux alentours des 55 000 à 60 000 euros. Donc effectivement, bien moins importante que les 85 000 euros que tu viens d'évoquer juste avant. Autre question, et puis ensuite on laissera la parole à la main levée. Autre question sur, tu as abordé tout à l'heure le coût d'entretien. Un coût d'entretien d'une piste de padel comme ça, faut prévoir combien à peu près? Alors, très bonne question. Bah, c'est pareil, on a fait le même travail, donc ça tombe bien, j'ai tous les chiffres. Aujourd'hui, un contrat de maintenance annuel d'un padel, c'est-à-dire que vous prévoyez un contrat de maintenance avec une entreprise qui vient faire le contrôle chaque année de la structure métallique, des parois vitrées, des zones de fixation, et qui vient vous faire en plus l'entretien du gazon synthétique. On est autour de 1 500 euros TTC par an. D'accord. Ce qui n'empêche pas l'entretien régulier du club, c'est-à-dire ressablage du terrain, passage du balai-brosse au niveau du gazon synthétique, nettoyage du court, de la piste. Voilà, ça c'est plus l'activité classique du club. Mais si vous souhaitez avoir un contrat de maintenance annuel, voilà, on est autour de 1 500 euros prix constaté par les entreprises. Et par terrain, oui, je vois la question par terrain. Ouais. Ouais, complètement. On Pour laisse la info, c'est parole à Rodolphe. juste Sébastien, juste pour info, ces prix-là, ils devraient sortir prochainement dans un article Tennis Info. Hein, voilà. Très bien. Rodolphe? Oui, bonjour. Non, moi, c'était juste pour confirmer vos budgets sur la construction des terrains de paddle. Nous, à Chartres, on a construit 2 terrains de paddle sur la base d'un ancien terrain. Et effectivement, on arrive plus ou moins dalles incluses. Donc, green, dalles, 2 terrains éclairés, 150, 160 000 à peu près, quoi. Sachant qu'on a pris 10-15 000 euros sur la dernière année. Ouais, ouais, c'est ça. C'est à peu Ouais, près ouais. ça. Les sortes de grandeur sont vraiment ce que vous avez indiqué. Et, moi, je voulais avoir des précisions plus particulières, effectivement, sur l'entretien. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Et s'il y a un document spécifique pour ça, Oui. notamment au niveau du gazon, qui commence déjà au bout de 6 mois, effectivement, à se tasser un petit peu. Et on n'avait pas forcément appréhendé ça. Mais, voilà, Ouais, alors le gazon synthétique, c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, les gazons synthétiques, vous avez une usure qui est très prononcée. C'est-à-dire que contrairement à un équipement tennistique où on est 2 joueurs sur 650 mètres carrés, là, on va se retrouver sur 4 joueurs sur 200 mètres carrés. Donc forcément, l'usure, et en plus avec des pistes qui sont souvent beaucoup plus utilisées. On connaît l'activité aujourd'hui de nos pistes de padel. Donc forcément, vous avez un gazon synthétique qui peut être très vite usé. Donc déjà, il faut bien s'assurer et se reporter aux fiches techniques que vous avez eues lorsque vous avez construit votre piste de padel. Normalement, vous avez une fiche technique du produit, du gazon synthétique, vraiment. Donc appuyez-vous vraiment sur ce produit-là, sur cette fiche technique-là, qui vous permettra d'avoir l'entretien recommandé par le constructeur, et notamment en lien avec la garantie contractuelle. Parce que bien évidemment, si vous ne respectez pas les préconisations d'entretien, la garantie contractuelle parfois est plus difficile à activer. Donc ça, c'est le premier point. Et n'hésitez pas à vous reporter sur le cahier des charges fédéral, en effet, notamment sur les préconisations de décompactage. Si vous avez des pistes extérieures, en effet, les gazons synthétiques ont tendance à se compacter avec le temps entre le sable. Si vous avez un gazon qui est vraiment sablé, plus forcément les déchets végétaux que vous allez avoir tout au long de l'année, la jouabilité, et vous allez vous retrouver avec un glacis au fur et à mesure du temps, qui vont rendre le terrain très glissant. Donc pour ça, il faut vraiment procéder à un décompactage du gazon pour le retrouver qualitatif. Et ça, ce document, là, quelque part, vous nous Oui, demandez alors les ça, liens, c'était ou... le guide, le cahier des charges fédéral, il est téléchargeable sur le site de la fédération, dans D'accord. la partie équipement. Ok.
D'accord. Ça, la Ligue pourra vous envoyer les liens à la suite de la visio, mais voilà, vous trouverez facilement sur la partie équipement. Je voulais en profiter également pour faire une remarque sur le financement de l'investissement et d'une manière générale du padel. Donc, on a parlé des différentes pistes de financement avec les partenaires institutionnels, tout simplement parce que vous savez que la plupart de nos clubs, nos associations affiliées sont des clubs municipaux. Néanmoins, très souvent, on a une porte d'entrée qui nous dit tiens, on va construire des padels parce qu'on sait que les padels peuvent générer des ressources financières pour le club. Alors oui, c'est vrai que le padel aujourd'hui peut générer des ressources financières, notamment dans le cadre de la location horaire, mais malgré tout, il y a un point de vigilance vraiment important à prendre en compte, c'est que à partir du moment où vous êtes sur des installations municipales, il ne faut pas oublier que la collectivité a tout droit de récupérer l'argent généré par de la location horaire dessus. Ça veut